l'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Olivier Fagnot. Bonjour. L'ISEE que vous dirigez a donc publié hier l'enquête sur les forces de travail en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Alors, il se cache une enquête que nous réalisons depuis 3 ans qui nous permet de faire une photographie de l'emploi et du chômage en Nouvelle-Calédonie chaque année. Et pourquoi pas simplement appeler ça les chiffres du chômage ? Oui, on aurait pu appeler ça comme ça, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence avec la synthèse de l'emploi salarié qui a été publiée il y a 15 jours ? C'est une question de source, en fait. La synthèse de l'emploi salarié, c'est une exploitation des données trimestrielles de la CAFAT. En fait, on va compter le nombre de personnes en emploi. Par contre, on n'aura pas le nombre de chômeurs. Et cette photographie que nous proposons à travers l'enquête force de travail permet justement de connaître les caractéristiques des chômeurs, de savoir pourquoi ils sont en situation de chômage. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus complet, en fait. Et comment cette étude est menée ? Vous parliez de différence de source, c'est-à-dire que l'emploi salarié, c'est la CAFAT. Et donc là, pour le chômage et les forces de travail, sur quoi vous vous basez ? C'est une enquête auprès des ménages, comme nous les réalisons habituellement. C'est-à-dire que c'est des enquêteurs du réseau de l'ISEE qui viennent dans les logements des Calédoniens leur poser des questions. C'est un échantillon de près de 5000 logements qui sont tirés au sort à partir d'une base que l'on maîtrise, puisque c'est la base du recensement. Donc ça veut dire que comme pour le recensement, il y a des gens qui viennent frapper à la porte pour savoir comment on travaille, si on travaille et tout ça ? Exactement. Ils viennent avec une carte de l'ISEE qui prouve qu'ils sont bien enquêteurs professionnels de l'ISEE et ils vont vous prendre un peu de votre temps, mais qui va nous permettre d'avoir des résultats après qui vont être utiles pour les politiques publiques à venir. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas possible de faire comme en métropole où on a des chiffres du chômage au mois le mois ? Ah oui, alors effectivement, il y a d'autres sources. Alors, en fait, pour compter le nombre de personnes à la recherche d'un emploi, il y a plusieurs sources. Vous pouvez regarder tout à fait, comme en métropole, les personnes qui sont inscrites auprès des agences de placement. Ça a plusieurs inconvénients. Je vais vous en citer 3 au moins. C'est que tous les demandeurs d'emploi ne sont pas inscrits auprès des agences de placement. Vous avez aussi des personnes qui sont en emploi, mais qui sont aussi inscrits auprès des agences de placement parce qu'ils souhaitent trouver un autre emploi plus conformes à leur profil. Et en fait, il y a des personnes qui sont inscrites auprès des agences de placement, mais qui ne cherchent pas vraiment d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une possibilité de compter les personnes demandeurs d'emploi, mais elle est moins précise et surtout, on n'a aucun élément sur la raison de leur présence. On pourrait aussi utiliser le recensement d'ailleurs. Vous savez que dans le recensement, il y a une question sur votre situation personnelle par rapport à l'emploi. Le problème, c'est que c'est une question qui est posée tous les 5 ans. Et là aussi, c'est un peu fruste parce qu'on n'a pas d'explication sur comment vous avez abouti à cette situation de chômage et comment vous faites. Est-ce que vous faites des recherches, par exemple ? Ça veut dire que le chômage est mal compté en métropole ? Ça ne veut pas dire sous, mais si vous suivez bien, il y a toujours des polémiques sur les demandeurs d'emploi, ce qu'on appelle aussi le chômage répertorié, voire chômage administratif, que l'on critique en métropole parce qu'il peut être soumis à une mesure politique qui d'un mois à l'autre, fait baisser effectivement la mesure. Pour autant, la problématique de cette étude, c'est qu'elle parle de l'année 2019. On l'a vu avec la crise sanitaire et on en reparlera. Les choses peuvent changer et donc il y a forcément moins de réactivité. Comment on arrive à compenser ça malgré tout ? Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît ? Alors, 2019. Là, c'est les chiffres de 2019. On est mi-2020, donc forcément, il n'y a pas la même temporalité. Les chiffres qui étaient valables pour l'an dernier ne sont plus valables aujourd'hui. C'est la photographie en 2019, une situation où l'emploi, vous parlez des chiffres de la CAFAT, on avait sorti la synthèse 2019. Il apparaissait qu'après une baisse continue de l'emploi depuis 2016, en fait, on avait une lueur d'espoir en 2019 puisqu'il y avait une légère augmentation de 0,3%. Et effectivement, après ces 0,3%, on n'a plus de suivi. Et ce qui est important de dire, c'est que les 10,9% de chômeurs que vous citiez au départ, il y a un élément marquant, c'est que ça s'explique par une baisse du nombre de chômeurs, mais aussi par une augmentation du nombre de personnes en emploi. Mais la principale caractéristique de ces personnes en emploi nouvellement arrivées sur le marché du travail, c'est qu'elles bénéficient de contrats précaires. À 7h06, nous sommes avec Olivier Fagnot, le directeur de l'ISEE. Le standard est ouvert. Vous pouvez bien dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Olivier Fagnot, vous avez commencé à en parler, mais donc que dit cette étude sur les forces de travail en Nouvelle-Calédonie pour 2019 ?
Donc, on ne peut pas s'arrêter au seul taux de chômage. C'est un indicateur, mais il faut l'expliquer. Donc, j'ai commencé à vous l'expliquer en disant qu'il y avait des personnes qui arrivaient en plus sur le marché du travail. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'ils arrivent avec des contrats précaires. Donc, effectivement, dans le cadre de la crise Covid 2020, est-ce que c'est peut-être ces personnes-là qui vont faire partie de la première variable d'ajustement? Ça, on le verra dans les prochains mois, en fait, dès qu'on aura les prochaines livraisons de chiffres de la CAFAT, notamment. Deuxième élément important, c'est que on a donc le chômeur. Je rappelle juste ce que c'est dans le cadre du Bureau international du travail. Qu'est-ce que c'est un chômeur? En fait, c'est une personne disponible qui cherche un emploi, mais qui fait des recherches actives d'emploi. Pas forcément donc dans le cadre de l'ADEF pour la province sud ou Cap Emploi pour la province nord. C'est quelqu'un qui peut très bien ne pas être inscrit, mais chercher, éplucher les petites annonces. Exactement. Et de son côté faire ses recherches. Vous regardez quotidiennement sur Internet, c'est une recherche active d'emploi. Donc on a ces 14 000, pratiquement 14 000 personnes. Après, du côté des inactifs, donc c'est les personnes qui ne sont pas de la population active, on a une catégorie de personnes qui pourraient être considérées comme des chômeurs, mais qui ne font pas de recherche active d'emploi. Et là, elle donne des raisons ? Oui, elle donne des raisons. Alors, il y en a 8500. Elle donne des raisons. Pour 2 tiers d'entre elles, elles sont en situation au moment de l'enquête où elles ne pouvaient pas justifier de recherche active parce qu'elles étaient en attente de résultats, parce qu'elles étaient en congé, parce qu'elles étaient en maladie, ou parce qu'elles étaient dans d'autres situations. Pour 1 tiers d'entre elles, et là c'est plus inquiétant parce qu'elles s'estiment découragées. Elles ne font pas de recherche active d'emploi parce qu'elles sont découragées. Elles ont déjà essayé et n'ont pas trouvé de poste à leur profil et du coup elles estiment qu'il n'y existe pas de poste à leur profil. Donc quand on fait le total des 8500 chômeurs et des 14 000 chômeurs à des 8500 personnes quasi chômeurs, on a plus de 22 000 personnes qui aujourd'hui, en tout cas en 2019, recherchaient un emploi. Alors, ces quasi-chômeurs, on appelle ça le halo. Comment il évolue par rapport aux chiffres du chômage, par rapport à l'activité en général en Nouvelle-Calédonie, par rapport à 2018 ? Alors, on peut même regarder depuis 2017 maintenant, il baisse en continu. Alors, c'est intéressant. Finalement, c'est des quasi-chômeurs. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces quasi-chômeurs? Est-ce que c'est un stade vers l'activité ou est-ce que c'est un stade vers l'inactivité? Alors, on se rend compte qu'il y a une partie qui partent en emploi, ça c'est plutôt intéressant, mais il y a une partie qui sont réellement découragées. Et totalement découragées. C'est-à-dire qu'on a actuellement, on a à peu près plus de 2000 personnes qui sont en général peu qualifiés ou pas qualifiés, avec une grande majorité de moins de 30 ans, et c'est là que c'est inquiétant, et qui sont découragés totalement. C'est-à-dire qu'ils n'espèrent même plus un emploi. Ils ne recherchent pas, ça faisait partie des caractéristiques, mais ils n'espèrent même plus un emploi. Donc c'est une frange de la population totalement en marge du marché du travail. Et c'est ce qui explique la hausse de la population inactive que vous notez à la fin de votre synthèse ? Tout à fait. Et quelles conséquences ça a, cette hausse de la population inactive ? C'est des enseignements importants pour ceux qui vont mettre en place les politiques. Actuellement, on a des dispositifs qui sont adaptés pour ces publics, RSMA par exemple. Mais il y a d'autres dispositifs. La question, c'est comment remettre ces personnes-là, ces jeunes-là, sur le chemin de l'emploi. Parce que pour pas qu'ils soient écartés pendant trop longtemps. Et donc ça peut faire aussi des dépenses publiques supplémentaires d'avoir des personnes qui sont inactives et que peut-être la société doit porter. C'est des choix politiques, effectivement. Est-ce qu'on veut remettre dans l'activité des jeunes qui pourront ensuite se réinsérer, qui pourront ensuite dépenser, qui pourront ensuite générer des taxes pour les finances publiques, effectivement. Vous évoquiez l'emploi précaire. Lui, par contre, il augmente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on constate le nombre d'emplois en CDI, les emplois en CDI, c'est la majorité quand même des emplois. Bien que pour les moins de 30 ans, c'est 50% seulement des emplois en CDI. Donc les moins de 30 ans, en fait, c'est toujours plus compliqué pour eux, plus précaires, plus chômeurs, un taux de chômage pour les moins de 30 ans de 26%, contre 6% contre les plus de 30 ans. Donc 4 fois plus de chômeurs dans les moins de 30 ans. Pour ce qui est de la précarité, qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? Ça vise des populations particulières
Alors, effectivement, on constate moins de CDI par rapport à 2018 et effectivement une grosse augmentation, je ne parle pas d'explosion, mais une grosse augmentation du nombre de CDD. CDD, alors, ou contrats spécifiques, intérim, contrat saisonnier et apprentissage. Donc, alors, c'est quand même des contrats, c'est quand même de l'emploi, mais c'est d'emploi précaire dont on se demande s'ils vont perdurer, en fait. Aujourd'hui, quel est le portrait type d'un chômeur calédonien ? C'est pas évident comme question. C'est quelqu'un qui est moins diplômé que la moyenne. Ça, c'est une caractéristique. Alors, et on voit que le diplôme joue un rôle de barrière contre le chômage. Plus vous êtes diplômé, moins vous êtes au chômage. Ça, c'est assez automatique. Il fut un temps où on disait que les diplômes, au final, ça servait à rien pour avoir du travail. Cette étude contredit cette maxime populaire ? Nous, on dit que depuis 3 ans, depuis qu'on a mis en place cette enquête, que ça se vérifie année après année. Vous êtes à l'abri du chômage lorsque vous avez un diplôme. Plus vous avez un diplôme élevé, moins vous êtes chômeur, en fait. Donc, les chômeurs... alors, il y en a la moitié qui sont des chômeurs récents. C'est-à-dire qu'ils recherchent depuis moins d'1 an. C'est plutôt bon signe. Il y en a un quart quand même qui recherche depuis plus de 4 ans. En fait, si vous voulez un profil type, vous avez sur 10 chômeurs, vous en avez 5 qui sont chômeurs parce qu'ils ont été arrêtés dans leur précédent contrat de façon involontaire. Donc, ils n'ont pas été renouvelés, renvoyés. Il y en a 2 qui ont mis fin eux-mêmes de façon volontaire à leur contrat. Il y en a 3 qui n'ont jamais travaillé. Mais on parle de chômage, on parle d'activité, mais entre les deux, il y a le temps partiel subi. En fait, c'est des personnes qui sont en emploi, donc qui ne sont pas chômeurs, mais pourtant, et ça concerne 15% des salariés, et ils ont un temps partiel. Alors on se dit, effectivement, il y a une image d'Épinal qui nous laisse à penser que le temps partiel, en général, ça nous permet d'associer notre vie familiale, notre vie professionnelle. Donc ça serait quelque chose de choisi. En fait, quand on pose la question à ces personnes en temps partiel, dont les 3 quarts sont des femmes, on leur dit, est-ce que vous auriez aimé travailler plus ? Il y a les 2 tiers qui nous disent, oui, on voudrait travailler plus. Et c'est 80% des moins de 30 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas du temps partiel choisi, c'est du temps partiel subi, pour la plupart des cas. Et qu'est-ce que ça dit du marché du travail calédonien, ce chiffre-là ? De temps partiel subi, de précarisation avec une hausse des CDD et des contrats spéciaux ? Il faudrait peut-être revenir sur le taux de chômage quand même. Cette enquête nous permet d'avoir un élément très important, c'est un élément de comparabilité par rapport aux autres territoires sur lesquels est menée l'enquête. Et ça nous dit déjà que 10,9%, c'est le taux le moins élevé de tous les Outre-mer. Ça va autour de 20% dans les Antilles-Guyane et ça va jusqu'à même 30% à Mayotte. C'est 3 points de plus qu'en métropole seulement. Et d'ailleurs, cette enquête, je profite pour le dire qu'elle est actuellement en cours et elle va se dérouler de juin à décembre. Pour ce qui est de l'année 2020. Exactement. On se dirige du côté du Standard. Nous avons une question. Bonjour Michel. Bonjour. Vous avez une question à poser à Olivier Fagnot, le directeur de l'ISEE, on vous écoute. Est-ce qu'il est possible, juste Michel, de baisser votre radio, s'il vous plaît, derrière, parce qu'on c'est un peu inaudible, on s'entend pas très bien. C'est gentil, merci. Allez, c'est bon, on est en place, c'est parfait. C'est à vous, Michel. Oui, le monsieur, il parle du chômeur, mais il y a une chômeuse qui a posé une question au début de cette semaine, du côté de Marais. Et on a choisi quelqu'un qui arrive et la personne locale n'a pas été prise. Pourquoi ? Par rapport à l'emploi local, vous voulez dire la préférence à l'emploi local ? Oui, voilà. Olivier Fagnot, cette prévalence de l'emploi local qui a été institutionnalisée, maintenant il y a une loi dans le domaine privé, est-ce qu'elle se retrouve dans le marché du travail ? Notre enquête, bien que posant de nombreuses questions, ne s'intéresse pas à la question de l'emploi local. Par contre, c'est intéressant à l'emploi des communautés, et notamment de la communauté kanak, donc on pourra parler. Et pourquoi ne pas s'intéresser à l'emploi local ? C'est quelque chose qui n'est pas révélateur ? Nous, en fait, on s'intéresse à l'emploi rémunéré. Quel que soit l'emploi, quelle que soit l'origine de la personne, c'est pas notre sujet, dans notre cas précis. D'ailleurs, on ne s'intéresse pas à la légalité ou non des activités. Si vous
d'assurer une activité illégale, mais qu'elle est rémunérée. Pour nous, c'est un emploi rémunéré qui compte dans notre enquête. On ne s'intéresse pas à l'origine de l'emploi. Pour ce qui est, le monsieur Michel évoquait, Marie, est-ce qu'il y a une différenciation en fonction des provinces ou des communes de l'activité salariée et de l'activité en Nouvelle-Calédonie? Dans sa conception, l'enquête et donc l'échantillon de l'enquête n'est pas prévu pour assurer des taux significatifs province par province. Et ça pourrait pas être quelque chose qui pourrait être fait dans le futur? Ça pourrait pas être une indication intéressante? Tout est possible. C'est des questions de budget aussi. Maintenant, on a 3 enquêtes, comme je vous disais, depuis 2017. On peut commencer à regarder, en empilant les résultats d'enquête, on peut réussir, en tout cas c'est l'objectif de cette année, essayer de trouver, calculer des taux de chômage et donc l'activité province par province. Mais c'est un projet pour l'instant. Olivier Fagnot, très rapidement, vous évoquiez l'emploi par communauté. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il dit que, donc on s'intéresse à la communauté kanak dans le cadre du rééquilibrage, il dit que systématiquement, tous les taux, donc chômage, le taux d'emploi, le taux d'activité, sont supérieurs de quelques points au taux de population générale. Comment on l'explique ? Alors, prenons le taux de chômage, par exemple, c'est 15% contre 11%. Ça s'explique de différentes façons. La population kanak est en général plus jeune. Et ça, je vous le dis, c'était un facteur finalement aggravant par rapport au chômage. Et la population kanak est aussi moins diplômée que la population générale. Et enfin, on a une hypothèse aussi que le mode de vie tribal et par rapport à la capacité d'autosubsistance, parfois, peut pousser certaines personnes à ne pas prendre un emploi salarié. Or, ce qui nous intéresse ici dans le cadre de l'enquête, c'est bien les emplois salariés, donc des emplois qui sont faits contre rémunération. Ce sera ma dernière question très rapidement, Olivier Fagnot. Comment on peut mettre ces chiffres en perspective avec la crise sanitaire et économique qu'on subit actuellement ? On peut... Les éléments descriptifs de cette enquête, les principaux enseignements nous permettent d'envisager des hypothèses. On parlait de l'emploi précaire. Maintenant, assez rapidement, on va pouvoir confronter ces hypothèses avec les chiffres de la CAFAT notamment. Olivier Fagnot, directeur de l'ISEE, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Avec Nico sur la première.